Donc on a travaillé sur l'exposition Rodin, La lumière de l'Antique, qui avait eu lieu l'an dernier au musée de l'Art Antique, pour a priori un public scientifique. Donc en 2 mots sur l'exposition proprement dit, c'est une exposition qui avait pour objectif de montrer que Rodin était un collectionneur d'antiques et un collectionneur même effréné d'antiques, qu'il exposait ses antiques dans sa maison, dans sa villa à Meudon, et que ces antiques c'était une source d'inspiration pour lui. Alors on a conçu, comme vous me l'avez demandé, donc avant, l'idée c'est de travailler essentiellement sur un web documentaire interactif qui présente l'exposition et que cette présentation soit faite par l'équipe scientifique qui a conçu cette exposition. En même temps, le web documentaire est lié à des outils qui permettent aux scientifiques d'accéder aux données des œuvres d'art qui sont exposées, d'avoir tous les outils de tri multicritères sur cette base de données, et de préparer éventuellement le parcours qu'il va réaliser, qu'il envisage de réaliser au cours de l'exposition. Pour ça, il peut disposer d'un certain nombre de favoris qui lui permettront de repérer ensuite dans l'exposition les œuvres qu'il a sélectionnées de voir prioritairement. Cette partie-là de l'application est essentiellement développée sur PC et sur tablette. Dans un deuxième temps, pendant la visite de l'exposition, donc là, on a pensé que c'était plutôt une application qui tournait sur tablette ou sur smartphone, qui permettait, avec un système de réalité augmentée, pour les scientifiques, sur les œuvres qu'ils avaient a priori sélectionnées dans la période de préparation, mais pas exclusivement, de pouvoir rassembler toutes les informations scientifiques qui étaient disponibles sur les œuvres, et donc de les superposer de manière la plus adéquate possible. On pourrait imaginer qu'on puisse superposer des radiographies, des groupes préparatoires, les moulages en terre ou en plâtre, par exemple sur les œuvres qui ont été tirées en bronze ou qui ont été faites en marbre. Autour de ces outils augmentés de visite, il y aurait des outils de capture qui seraient disponibles, c'est-à-dire qu'on pourrait prendre ses propres photographies, ses propres vidéos, avoir un système d'annotation qui permettrait d'enregistrer soit à l'oral, soit en texte, des réflexions qui nous viennent au cours de l'exposition. Et enfin, pour la dernière phase, c'est-à-dire après l'exposition, donc le catalogue à ce moment-là permettrait d'avoir accès à, bien entendu, toutes les informations sur les œuvres qui sont présentées, mais de revoir aussi toutes les notes qu'on a prises pendant sa visite, que ce soit des photos, des vidéos, des enregistrements, des textes, de pouvoir formuler des commentaires plus détaillés sur la propre perception qu'on a sur cette exposition et sur notre vision de scientifique sur cette exposition, et d'échanger ça avec une communauté beaucoup plus large, qui soit une communauté scientifique, une communauté d'amateurs éclairés, et bien entendu aussi avec le commissariat. Voilà. Nous, on a travaillé sur le catalogue de l'événement Transhumance. Donc, à la différence des autres groupes, nous, on a travaillé non pas sur un catalogue d'exposition, mais sur un catalogue qui s'applique à un événement. Du coup, on a axé notre réflexion sur 2 notions. C'est surtout sur la notion de temporalité par rapport à l'événement, avant, pendant, après, et sur la notion de territoire. Alors avant, pour ce qui concerne avant, déjà on s'est dit qu'on pouvait utiliser le catalogue numérique pour faire un petit peu d'avant-première, pour faire du teasing, essayer de susciter un petit peu la curiosité du public. Alors comment faire pour le toucher à l'avance? Il fallait inciter le public à télécharger l'application avant l'événement, c'était vraiment important, contrairement à un catalogue d'exposition. Donc on a pensé au marketing géocalisé pour proposer aux personnes qui vont passer sur le parcours dit de transhumance que ces personnes reçoivent par exemple par SMS une suggestion pour télécharger cette application, ou alors aux randonneurs pour s'adresser aux randonneurs qui vont parcourir passer sur ce parcours, par exemple, d'avoir des totems avec des QR codes qui les incitent à télécharger cette application. Ensuite, donc on a réfléchi à comment allait se passer une fois qu'ils
qui sont en contact avec l'application, on voulait obtenir leur engagement. Donc on s'est demandé, parce que quand on flash un QR code, ça ne veut pas dire qu'on achète le catalogue. Donc on voulait les convaincre d'acheter ce catalogue. Donc on a pensé à plusieurs solutions. Une approche à la fois ludique et graphique forte. Donc peut-être un petit jeu qui donne envie. Donc comme on va travailler, je vais vous le montrer après, mais je peux vous montrer tout de suite. Ça va se présenter sous forme de carte, essentiellement, notre catalogue numérique. Donc l'idée, c'était de peut-être utiliser un petit jeu, le petit mouton qui est là, par exemple, le lancer, découvrir certaines parties de la carte, et puis pour découvrir d'autres parties de la carte, proposer par exemple à la personne qui veut s'inscrire d'inviter d'autres participants pour faire un effet un petit peu boule de neige qui lui donne envie de s'engager et qui donne à d'autres personnes aussi l'envie de s'engager. Donc une fois qu'on a obtenu cet engagement, une fois que le public a téléchargé ce catalogue numérique, on a choisi de s'intéresser, parce que donc on avait comme critère de ne pas oublier le public absent. Donc on a choisi de penser au public qui ne pourrait pas être présent, qui donc est averti de cet événement mais qui ne pourra pas être sur place. Donc on s'est dit qu'il pourrait s'inscrire à l'événement pour le jour J, pouvoir être en lien avec une communauté qui sera sur place et participer virtuellement à l'événement. Ce qui m'amène donc à la phase 2, pendant. Donc ce catalogue d'exposition ou cette application pourrait permettre à la fois de se rendre sur les lieux par la géolocalisation. Donc ça, c'est pour les personnes qui vont pouvoir participer. Ces personnes-là pourraient avoir accès à une documentation et on pourrait avoir une ouverture vers des données ouvertes, enfin un contenu qui leur permette de mieux comprendre ce qu'ils voient. Et puis donc pour les absents, de bénéficier de la présence de leur communauté, donc tous les gens qui sont sur place puissent leur partager avec eux. Donc il faut qu'il y ait un espace de partager avec eux des photos, des vidéos, des commentaires, tout un tas de... Voilà. Il faudra creuser encore un petit peu. Après, donc on va continuer à utiliser cette présentation sous forme de carte. L'idée, c'était de continuer à faire vivre ce parcours en utilisant la carte, soit pour les personnes qui vont consulter l'application de chez eux. Donc la carte, elle pourrait servir de système de navigation, et en cliquant sur les différents lieux, on pourrait avoir des films ou un rappel de tout ce qui s'est passé sur place. Et puis pour les personnes qui veulent refaire le parcours plus tard, on pourrait utiliser la réalité augmentée géolocalisée, c'est-à-dire que les personnes avec leur application peuvent aller sur place et une fois sur place avoir des images qui viennent se superposer, enfin vous connaissez le principe, à la réalité sur des images d'archives donc qui se superposent à la réalité présente. Voilà, en gros. Et ensuite on a aussi imaginé les jeux, comme les jeux. La Coupe América. Où en fait, du coup, l'absent qui n'aurait pas fait la transhumance, etc., il puisse lui faire sa propre transhumance avec sa météo, comme quand il y a America, les voiliers, et donc faire sa propre transhumance en choisissant son mouton, son cheval, etc. Et donc ensuite, on a aussi imaginé que la personne achète, parce que nous, on s'est dit que la version du livre n'était pas forcément à changer, et que s'il y a la personne qui achète le bouquin en format papier, il puisse télécharger gratuitement l'application et avec son smartphone ou avec sa tablette pouvoir visionner des images en réalité augmentée. Donc quand il y a le centaure, imaginez le centaure qui apparaît en volume avec les mouettes qui tournent autour, qui galopent. Pareil pour le mouton. Et troisième jeu qu'on a associé, enfin si c'est un jeu, celui-ci, c'est donc ils ont travaillé beaucoup sur les animaglyphes. Donc c'est permettre à l'enfant, par exemple, sur l'application avec son doigt, de recomposer la lettre, enfin une lettre qu'il souhaite, ou jouer avec les moutons ou les chevaux pour faire un mini-jeu. Voilà. Quelques lignes. Si tu peux juste me la tenir et après tu as On a
hérité donc du catalogue Ici, Ailleurs, qui est un catalogue d'œuvres d'art contemporaine. Donc on s'est dit que l'art contemporain, c'était beaucoup de paroles, beaucoup de dialogues, et que pour justifier les œuvres, la plupart du temps, il fallait un discours. Donc on s'est dit qu'on allait faire un catalogue audio de cette exposition et de l'exposition Ici, Ailleurs. Donc, voilà, donc c'est un catalogue sonore. Donc dans l'avant, il y aurait une prévisite donc avec le commissaire d'exposition, avec en fait tout un processus d'enregistrement de sons et d'interviews avec les artistes, avec des amateurs aussi, pour ensuite restituer les sons dans le catalogue. Donc ça se ferait avec un zoom H4 par exemple, type voilà. On récolterait aussi des commentaires de critiques, de journalistes qui accompagneraient les œuvres dans l'exposition. Et il y aurait une partie donc studio avec un enregistrement de musique et d'ambiance. Et ça s'accompagnerait aussi de prises de vue, donc pour informer les gens, voilà, sur l'évolution de l'application, et aussi la programmation donc d'une application évolutive en fonction de voilà, donc je vais laisser la place. Alors l'idée de l'évolution, c'est que vu que tout est sonore, tout peut être en permanence et systématiquement enrichi. Donc là, vous pouvez voir que vous avez différents boutons. Vous avez le choix, en fait, lorsque vous êtes dans l'application, de choisir votre médiateur ou de choisir tout simplement le choix du parcours. Ça veut dire que certains micros sont dissimulés en fait dans la zone d'exposition. Et lorsqu'on entend par exemple « Oh, cette œuvre est nulle » ou ainsi de suite, on peut présélectionner ou enregistrer et sélectionner en fait des parties de texte qui seront ensuite rendues dans l'application. Donc ce qui va donner aussi un contact tout à fait interactif avec l'œuvre. C'est-à-dire que chacun peut s'exprimer sur l'œuvre et chacun va donner son opinion sur l'œuvre. Alors on peut choisir d'écouter l'œuvre au regard d'un journaliste qui l'aurait préalablement commenté, ou au regard d'un particulier qui laisserait en fait son commentaire sur l'œuvre. Donc au final, on est soit dans un avis un peu expert, mais vu qu'on était sur, nous, le public des amateurs, on s'est dit qu'on allait casser un peu cette idée scientifique de on jargonne sur une œuvre et on blablate sur une œuvre, pour reprendre l'expression de ce matin, mais plutôt on est face à son public et c'est le public qui va lui-même commenter l'œuvre, et la réception qu'on va avoir de cette œuvre va être celle qui va nous être rendue par le public lui-même et l'amateur plus ou moins éclairé qui aura laissé sa contribution. Donc là, vous choisissez en fait différents sons. Donc soit vous choisissez comme médiateur un commissaire, soit vous choisissez un conservateur, soit vous choisissez un particulier ou un journaliste qui aurait laissé son opinion sur l'œuvre. Ensuite, on s'est dit qu'il fallait aussi qu'on puisse avoir le choix d'être libre par rapport à l'œuvre, parce qu'être toujours en guide ou en médiation, c'est quelque chose qui est parfois compliqué. Donc on s'est dit qu'on allait proposer des ambiances sonores. Donc ambiances sonores du type piétinement au musée d'Orsay un dimanche soir, ou le premier dimanche du mois. Ou option zen, pour être vraiment dans une option plus calme, ou une option off. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir choisir et sélectionner ces points. Donc là, on est vraiment dans la notion d'immersion sonore et de restitution sonore. Autrement, l'idée, c'est aussi d'avoir plusieurs parcours, plusieurs choix. Ça veut dire qu'on peut aussi choisir des traces de parcours. On peut prendre un parcours qu'on a défini, nous, par couleur, mais on pourrait imaginer autre chose. Mais en fait, on va passer d'une trace à une autre, et si on change de parcours, on change d'atmosphère sonore, et on change de mode de médiation par rapport aux œuvres. Toujours avec un son 3D binaural. Toujours avec un son 3D, une immersion binaurale, ce qui nous permet, au final, de pouvoir visiter 3, 4, 5 fois l'exposition sans avoir le même regard sur les œuvres, parce que soit c'est le regard d'un amateur, soit c'est la propre ambiance sonore qu'on aurait nous-mêmes choisie. Et donc ça, on essaye de fonctionner avec un système un peu de GPS et de traces GPS par rapport à ça, comme pour les parcours de randonnée, sauf qu'on est dans un musée. Donc il y aurait aussi une salle qui serait, donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec un dispositif de son qui passe par les os, donc type installation Linpook. Et donc il y aurait aussi une web radio où on pourrait choisir donc des musiques confectionnées exprès pour les œuvres. Il y aurait aussi une vidéo du vernissage et de la rencontre entre les artistes et les commissaires, le public, et de la visite guidée donc. Avec enrichissement, présentation de l'artiste par lui-même, enfin on peut rajouter pas mal de contenu par rapport à ça. Et donc ensuite, dans l'après... Alors dans l'après, l'idée c'est que les livres d'or sont jamais réellement exploités. Donc là, on a pensé à une idée de borne d'or, où au final, en sortant, chacun peut livrer son commentaire sur l'exposition. C'est un don de parole. Donc on commente une œuvre, où on va commenter ce qui se passe, à côté.
Et au final, l'idée, c'est vraiment que chacun puisse laisser ça et laisser sa trace. Et quand on vous dit que c'est un catalogue qui s'enrichit en permanence, c'est que cette borne d'or est ensuite accessible pour ceux qui prendront l'application après. C'est-à-dire que chacun apporte son commentaire, et au final, chacun apporte sa perception de l'œuvre, son commentaire sur l'œuvre, et toute la personne qui ensuite arrive dans l'application peut tout de suite avoir accès à ce commentaire. Donc au final, on est vraiment dans quelque chose qui est en permanence interactif et qui s'enrichit en permanence des commentaires des personnes, et ce, par un système qu'on n'a pas encore mis en place, mais on y travaillait fortement avant que vous nous interrompiez. Et donc ça, c'était l'une des idées. Au niveau de la diffusion, ensuite, il y aurait donc des chroniques radio, de presse, des débats, des colloques, des conférences enregistrées qu'on pourrait retrouver grâce à l'application, et même on pensait une revue sonore. Voilà, mettre en place des commentaires de journalistes et ainsi de suite, dans le cadre aussi d'une revue sonore, pour que l'art contemporain ne soit plus un texte un peu imbuvable pour les amateurs, mais soit vraiment quelque chose d'interactif. Le son entra au feu. Avec le truc... Ah oui, oui. Ouais. Vas-y, montre-le, tu sais, tu montes les petits points. Tu veux que je te montre les petits points? Touche. La web radio. Alors, nous, on a travaillé donc sur le catalogue de l'exposition Méditerranée avec la thématique les publics scolaires. Donc, on est parti du principe que ce qui était intéressant, c'était de faire choisir des objets qui étaient donc connectés à des lieux et à des époques de l'histoire méditerranéenne aux élèves, en faisant tout simplement intervenir un éducateur, donc que ce soit un professeur ou un médiateur du lieu d'exposition. Qu'ensuite, la sélection de ces objets crée un catalogue personnalisé de manière automatique, puisque le contenu même de l'exposition était indexé et donc lié à des index différents, type on lit un objet à un lieu et à une époque bien particulière, et du coup derrière, avec un algorithme tout à fait simple qu'on vous expliquera plus tard, un catalogue ad hoc, c'est-à-dire un catalogue unique à cette classe ou à ce groupe ou à cet élève même, est généré et il est envoyé automatiquement au médiateur pour la visite qui aura lieu après. Donc, en avant-première, aussi en utilisant Wi-Fi Doodle 3D, on peut imprimer en 3D certains des objets, ce qui permet tout simplement aux élèves de bien s'emparer du sujet et vraiment travailler la chose en classe et de vraiment bien comprendre ce qui se passe à ce moment-là et comprendre ce qu'est un bateau à l'époque, ce qu'est une mosaïque à l'époque. Puisqu'on parle de mosaïque, on a aussi pensé qu'il était intéressant de travailler sur des reproductions, peut-être pas grandeur nature, mais à des grandes échelles de mosaïque, et de faire travailler sur des styles picturaux semblables les élèves pour qu'ils travaillent aussi la création de l'époque et qu'ils s'imprègnent vraiment de l'époque qu'ils ont choisi pour leur catalogue personnalisé qu'ils utilisent pendant la balade, on va dire, pendant la visite. Donc là, ça c'était l'avant. Le pendant, donc visite avec un médiateur qui a été briefé avant, puisqu'il a le même catalogue qu'eux, donc il sait comment orienter la visite. Du coup, il a un groupe d'élèves qui est vachement plus attentif, puisque ce sont eux qui ont choisi leur visite. Et puisque ce sont eux qui ont choisi leur visite, ils sont aussi, du coup, bien plus concernés et bien plus réceptifs au contenu qui est transmis par le médiateur. Enfin, il y a l'après. Donc l'après, ça va être les élèves qui, en ayant une vision quand même légèrement plus large de l'exposition grâce à la visite, peuvent décider de creuser un sujet particulier et du coup d'intervenir via des visioconférences ou via même une application donc, de publication sur les réseaux sociaux sécurisés, puisque ce sont des enfants ou des ados, il ne faut pas l'oublier, donc il faut que ce soit sécurisé, donc on part dans un système de sandbox. Dans tous les cas, il y a un échange avec la communauté scientifique d'une part et la communauté plus large d'autre part, et donc une visibilité pour l'exposition et une visibilité pour le projet de classe. Ce qui veut dire que le projet de classe n'appartient plus qu'à la classe, n'appartient plus qu'aux élèves et aux éducateurs, il appartient aussi à une communauté plus large, et donc comme ça, on a une visite qui est sur plusieurs niveaux. On a une visite de classe, on a une visite d'institution, on a une visite de communauté scientifique et de communauté culturelle ou intéressée. Voilà. Pardon ? Ah oui, alors attendez, parce que du coup, on a fait des prototypes de haute technologie. Alors, prototype de haute technologie, donc ça c'est la version mobile.
Donc plutôt orienté mosaïque parce qu'on n'a pas trop la place pour faire la version tablette qui elle fonctionne soit par objet, soit par lieu, soit par époque, sachant que bon, les petits carrés blancs représentent des objets emblématiques d'une région par exemple, là dans ce cas-là. On peut aussi passer sur quelque chose plus en mosaïque ou sur quelque chose plus en frise chronologique, pardon.